Dans un monde où les contenus propageant des idées reçues ont de plus en plus de succès, il existe encore des personnes pour s'y opposer. À l'aide d'artefacts puissants, des objets sacrés conçus pour les aider dans leur mission, ils combattent leur ennemi. Encore faut-il qu'ils en soient dignes. Ceci est l'histoire de l'un d'entre eux. Franchement, j'en suis sûr, c'est du chiquet. Ah non, je te jure que ça n'a rien à voir. Te fous pas de moi, tu vas pas me dire que quiconque s'en montre digne aura les pouvoirs du marteau. C'est du chiquet. Eh bien vas-y, essaye. Ok. Ce silence est plutôt évoquant. C'est pas possible. Il y a un truc dans la poignée, un code de sécurité, quiconque possède tes empreintes digitales, hein? En gros, c'est ça la traduction? Oui, c'est une théorie intéressante, mon ami, mais la mienne est plus simple. Eh bien, je sais pas ce que tu as fait, mais apparemment, tu n'en es plus digne. Je comprends pas. Je m'en suis peut-être trop servi, ça va revenir plus tard. Bon, visiblement, il y a un problème. Oui, en effet. Du coup, pendant que tu es resté là, je suis allé voir la section commentaires de nos vidéos. Super, ça va vraiment m'aider ça. Bah écoute, je t'ai fait une petite sélection, si ça t'intéresse. Allez bah, regardons ça. Ah, je crois savoir d'où vient le problème. Quoi, avec le marteau? Oui, avec le marteau. Bon bah, je sais ce qu'il reste à faire. À quoi bon? Bonjour à toutes et à tous. Dis, t'aurais pu aller faire un tour chez le coiffeur? Oui, mais j'avais pas le temps. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans une précédente vidéo, j'avais rapidement évoqué le cas du groupe des pachydermes. Ces derniers étaient supposés réunir plusieurs mammifères ayant en commun d'avoir une peau épaisse, quasiment dépourvue de poils. Les membres les plus célèbres étaient les éléphants, les rhinocéros et les hippopotames. Je vous ai expliqué que par la suite, des méthodes de classification plus contemporaines avaient invalidé le groupe des pachydermes et avaient placé les éléphants, les rhinocéros et les hippopotames dans des groupes bien distincts. Le problème, c'est que je ne vous ai pas vraiment expliqué comment et pourquoi. Ouais, d'ailleurs, certains abonnés s'en sont bien aperçus. Oui, en effet, mais il n'est jamais trop tard pour réparer une erreur, donc allons-y. Mais avant de parler des pachydermes, on va quand même reposer un petit peu de contexte. En biologie, la discipline s'occupant de classer les organismes est appelée la systématique. On peut résumer cette discipline en 3 points. Premièrement, la systématique doit faire la description détaillée des organismes, c'est-à-dire leur anatomie, leur physiologie, leur écologie, etc., etc. En deuxième, elle doit les nommer selon les règles de la nomenclature internationale. Il s'agit de leur attribuer un nom binomial, c'est-à-dire une combinaison de 2 termes latins pour désigner le genre et l'espèce de l'organisme. Cette nomenclature a été mise en place par le naturaliste suédois Carl von Linné au XVIIIe siècle. Et enfin, troisièmement, la systématique rassemble les organismes possédant des caractères communs dans des unités hiérarchisées prédéfinies que l'on appelle des taxons. Il existe différents niveaux de taxons. Le genre, la famille, l'ordre, la classe, etc., etc. L'unité de base de cette hiérarchie correspond à l'espèce. En gros, l'espèce est le rang le plus petit utilisé en systématique. Sur les 2 premiers points de la systématique, on peut dire qu'il n'y a pas eu de grosse évolution depuis le XVIIIe siècle. La preuve étant que la nomenclature binomiale de Linné est toujours utilisée de nos jours. Cependant, au niveau du 3e point, c'est-à-dire le fait de réunir les organismes dans des taxons, là, la systématique se divise en 2 catégories.
D'un côté, on a ce qu'on appelle la systématique classique et de l'autre, la systématique phylogénétique. Derrière ces deux classifications se cachent deux façons de voir le monde vivant. Les bases de la systématique classique ont été posées par Carl von Linné. Non mais c'est pas possible, encore lui? Eh oui, dans cette classification, les taxons sont construits en fonction de ressemblances morphologiques et d'affinités supposées entre les organismes. Par exemple, tous les organismes avec des écailles sont des reptiles, ceux avec des poils sont des mammifères. Le but de cette classification est de faire le tri des organismes vivants. Elle a posé quelques principes qui sont toujours utilisés aujourd'hui, comme encore une fois la nomenclature binomiale, ou la hiérarchie entre les différents rangs de taxons, espèces, genres, familles, etc., etc. Mais cette classification repose sur une vision fixiste du vivant, c'est-à-dire que Linné et d'autres de ses contemporains partaient du postulat que les organismes vivants sont apparus tels qu'ils le sont aujourd'hui. En gros, ils considéraient qu'il n'y a pas eu d'évolution et que leur morphologie est restée fixe au cours du temps. Cependant, à la même époque et au cours des décennies suivantes, une nouvelle vision du vivant va commencer à se développer. Des scientifiques comme Jean-Baptiste de Lamarck ou Charles Darwin vont apporter des preuves solides attestant de l'évolution des organismes vivants. Dans cette vision, tous les organismes ont des liens de parenté. Mais attention, par relation de parenté, on ne parle pas de relations dans le sens qui descend de qui, mais des relations dans le sens qui est plus proche de qui. Les liens de parenté se basent sur le partage de caractères hérités d'ancêtres communs. Il existe une discipline s'intéressant à l'étude des relations de parenté entre les organismes. Il s'agit de la phylogénie. Et l'outil qui est utilisé pour représenter ces relations de parenté est l'arbre phylogénétique, que l'on peut plus simplement appeler arbre de parenté. Donc pour résumer, on a d'un côté la systématique classique, triant et rangeant les organismes dans des taxons bien séparés les uns des autres sur la base de ressemblances morphologiques, et de l'autre la systématique phylogénétique qui se base sur le partage de caractères hérités d'un ancêtre commun pour établir des relations de parenté entre les organismes. Mais comment fonctionne exactement cette systématique phylogénétique? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans la prochaine partie. Pour établir des relations de parenté, la classification phylogénétique a recours à une méthode que l'on appelle la méthode cladistique. Pour utiliser cette méthode, nous avons besoin de deux choses. D'un côté, des organismes et de l'autre, des caractères. Un caractère correspond tout simplement à tout attribut observable sur un organisme. Par exemple, ça peut être la présence de cornes, d'écailles, de poils ou d'unités osseuses bien précises, etc., etc. Comme dit précédemment, le but de l'analyse cladistique est de réunir les organismes dans des taxons en se basant sur le partage de caractères hérités d'un ancêtre commun. Pour illustrer ce que cela signifie, prenons un exemple très simple avec trois organismes, le chat, le moineau et le poisson. Choisissons ensuite quelques caractères, la présence d'un squelette, la présence de nageoires, la présence de quatre pattes, la présence de poils et enfin la présence de plumes. Maintenant, pour chacun de ces caractères, on va indiquer si l'organisme le possède ou non. Ouais, bon, ça va, je pense que ça devrait pas être trop compliqué. C'est gagné! C'est gagné! C'est gagné! Yeah! Nom de Dieu, je l'avais presque oublié celle-là. Ouais, moi aussi. Le tableau que nous venons de construire très facilement dans le cas de notre exemple correspond à ce qu'on appelle en phylogénie à une matrice de caractères ou plus simplement à un tableau d'attributs. C'est à partir de lui que nous allons pouvoir obtenir les liens de parenté entre ces animaux. Comment cela fonctionne? Eh bien, comme dit précédemment, les liens de parenté sont basés sur le partage de caractères hérités d'un ancêtre commun. Autrement dit, si des organismes partagent des caractères, alors ils seront réunis dans un même taxon. Ainsi, dans notre exemple, regardons la distribution des caractères. Nous voyons que nos trois organismes ont tous un squelette. Nous pouvons donc créer la boîte ou le taxon des organismes qui ont un squelette, que l'on va appeler vertébrés.
Cependant, parmi ces organismes, nous voyons que le chat et le moineau se distinguent par la présence de 4 pattes. Donc, on va les réunir dans une même boîte et créer ainsi le taxon des vertébrés avec 4 pattes, les tétrapodes. Et parmi ces derniers, nous voyons que le chat possède des poils et le moineau possède des plumes. Nous les disposons donc dans des boîtes séparées correspondant au taxon des mammifères et au taxon des oiseaux. Donc voilà, nous venons de réunir nos organismes dans des taxons en fonction de caractères qu'ils partagent. C'est gagné! C'est gagné! C'est gagné! Yeah! Mais attentif comme vous êtes, vous allez me dire qu'on n'a pas vraiment construit un arbre de parenté. Ah bah oui, tiens, c'est bizarre, on n'a pas construit d'arbre de parenté. Merci de ton aide. En fait, la construction d'un arbre de parenté repose exactement sur la même méthode. C'est juste la représentation qui change. Ainsi, reprenons notre matrice de caractères et plaçons en premier l'axe principal de notre arbre. Petite précision, le sens de lecture d'un arbre de parenté se fait de bas en haut. Pour commencer, on va placer l'attribut le plus distribué dans notre matrice, ce qui correspond donc, dans notre exemple, à la présence d'un squelette, que l'on va placer ainsi à la base de notre arbre. En plaçant ce point ici, on indique que tous les organismes placés au-dessus possèdent un squelette. Ensuite, on place le deuxième attribut le plus partagé, les 4 pattes. On le place un peu plus haut sur notre branche, car ce caractère est apparu plus tard au cours de l'évolution. De la même façon que le squelette, ce point placé ici indique qu'à partir de ce dernier, tous les organismes possèdent 4 pattes. Quant au poisson, qui possède des nageoires, on va le placer sur une autre branche située au-dessus de l'attribut squelette, mais en dessous de l'attribut 4 pattes. Cela indique bien qu'il possède un squelette, mais pas 4 pattes. Et à la base de cette nouvelle branche, on place l'attribut nageoire. Et enfin, pour les deux derniers attributs, à savoir la présence de poils et de plumes, on les place sur deux branches séparées car ils sont partagés par des organismes différents. Et voilà, nous venons de créer un arbre de parenté. C'est gagné! C'est Pardon, réflexe, mais il y a un moment elle commençait à me saouler. Non, mais t'as bien fait parce que sinon, c'est moi qui allais le faire. On en était où? Ah oui, vous pouvez constater que dans cet arbre de parenté, on retrouve nos taxons précédents. Les vertébrés, les tétrapodes, les mammifères et les oiseaux. Sauf qu'avec cette représentation, on a en plus une information de parenté entre ces organismes. En effet, chaque croisement entre deux branches correspond à l'ancêtre commun des organismes présents sur ces branches. Tous les organismes reliés par un ancêtre commun partagent des caractères qu'ils ont hérités de celui-ci. Dans l'exemple ici, vous avez en premier l'ancêtre commun des vertébrés, puis l'ancêtre commun des tétrapodes. En phylogénie, quand on a un taxon qui réunit des organismes partageant des caractères issus d'un ancêtre commun, on dit qu'il s'agit d'un clade. Et donc maintenant, vous comprenez pourquoi on parle de la méthode cladistique, puisqu'il s'agit d'établir des clades. Alors, l'exemple montré ici est hyper simple, c'est pour vous aider à vous représenter la chose. Mais il faut savoir que le choix des attributs peut être trompeur et peut conduire à regrouper des animaux sur la base de caractères qu'ils n'ont pas hérités d'un ancêtre commun. Pour reprendre un exemple célèbre, si je réunis dans un même taxon tous les vertébrés volants connus, les chauves-souris, les ptérosaures et les oiseaux, à votre avis, est-ce que le caractère de l'aile est bien un caractère que ces animaux ont hérité d'un ancêtre commun? Non! Exactement, puisque dans ce cas-là, l'aile est un caractère dit convergent. Ces trois animaux appartiennent en réalité à des clades différents. On a un reptile, un mammifère et un oiseau. Si on les avait réunis dans un même taxon, on l'aurait fait sur la base du partage d'un caractère qu'ils n'ont pas hérité d'un ancêtre commun. Donc vous voyez, il faut faire attention sur quel caractère vous vous basez pour réunir des organismes dans un même taxon. Et un autre bel exemple de cela, c'est le cas des animaux qui sont le sujet de l'épisode d'aujourd'hui, les pachydermes. Eh ben enfin, on y vient. Oui, je ne te le fais pas dire. Donc c'est parti, procédons à l'analyse cladistique de ce groupe.
Comme dit au début de la vidéo, les pachydermes étaient un taxon qui réunissait plusieurs grands mammifères. Les plus connus étaient les éléphants, les rhinocéros et les hippopotames. Le point commun entre ces trois animaux, qui fait qu'ils ont été réunis dans ce taxon, était leur peau épaisse, quasiment dépourvue de poils. Ce taxon a été proposé par un autre grand scientifique du XVIIIe siècle, Georges Cuvier, célèbre notamment pour ses travaux sur l'anatomie des vertébrés, actuels et fossiles. Et comme Carl von Linné, il partageait une vision fixiste du vivant. C'est terrible, c'est affreux. Et je pense que vous vous en doutez, ce taxon est à présent obsolète, car les classifications phylogénétiques l'ont invalidé. Ah bah ça c'est une grosse surprise, je l'avais pas vu venir. Ouais, est-ce que tu veux pas être un poil plus sarcastique? Donc oui, le caractère de peau épaisse dépourvue de poils n'était pas un caractère que ces animaux avaient hérité d'un ancêtre commun. Déjà, il faut savoir que l'organisation cellulaire de la peau de ces trois animaux est en réalité très différente. Mais maintenant, la question est de savoir quels sont les véritables liens de parenté entre les éléphants, les hippopotames et les rhinocéros. Est-ce que pour le savoir, nous allons devoir décortiquer toute l'anatomie de ces animaux? Alors en vrai, oui, c'est plus ou moins ce qui a été fait, mais je vais vous démontrer qu'avec un seul os et quelques caractères, on peut faire voler en éclats le taxon des pachydermes. On va donc procéder à une analyse cladistique. Dans notre échantillon d'organismes, on sélectionne bien entendu l'éléphant, le rhinocéros et l'hippopotame. On ajoute d'autres animaux qui n'ont rien à voir, du moins en apparence, le cheval et la vache. Pour faire notre analyse cladistique, on va utiliser un seul os, celui-ci, l'astragale. Il s'agit d'un os de la cheville qui permet de faire l'articulation entre le tibia et les autres os du pied. Nous allons donc analyser quelques caractères présents sur l'astragale. Premier caractère, la surface d'articulation avec le tibia, qui peut être soit relativement plane, soit avec une dépression marquée. Ensuite, deuxième caractère, la surface d'articulation avec le pied, qui peut être soit plane, soit en forme de poulie. Et enfin, troisième caractère, chez les organismes possédant un astragale avec deux poulies à chaque extrémité, l'axe respectif de chaque poulie peut être soit incliné par rapport à l'autre, soit relativement parallèle. Maintenant, pour chacun de ces attributs, on enregistre leur distribution parmi notre échantillon d'organismes. Et on obtient ainsi notre tableau des attributs. Great job. Maintenant, procédons à notre analyse cladistique. On trace notre axe principal, puis on va placer notre premier caractère, à savoir le caractère le plus distribué dans notre tableau. Il n'est pas nécessaire de repréciser à quel attribut exact il correspond. On voit que ce caractère n'est pas présent chez l'éléphant, donc on place ce dernier sur une autre branche qui sera située en dessous du point correspondant au caractère mentionné précédemment. Ensuite, on regarde quel est le deuxième caractère le plus distribué. Et là, on voit un problème car il y a deux caractères distribués à part égale. Que faire? On crée tout simplement une nouvelle branche située au-dessus du caractère précédent et il en attribue un de nos caractères et sur l'autre branche, on va attribuer l'autre caractère. Enfin, il nous reste deux autres caractères à placer. On procède exactement de la même façon, on crée une nouvelle branche et on attribue les caractères correspondants. Et voilà notre arbre de parenté. Great job. Maintenant, si on place nos animaux et qu'on procède à la constitution des clades, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Il n'y a aucun ancêtre commun qui réunit exclusivement les hippopotames, les rhinocéros et les éléphants dans un même clade. Autrement dit, le taxon des pachydermes n'est pas un clade. Les éléphants, les rhinocéros et les hippopotames appartiennent à des clades différents. Vous voyez d'ailleurs que les rhinocéros sont plus proches du cheval et les hippopotames sont plus proches de la vache. Ainsi, vous le voyez, avec une analyse cladistique et un seul petit os, on peut bouleverser complètement une classification. Alors, pour être honnête, dans les études scientifiques, ils utilisent beaucoup plus de caractères et de taxons que dans notre exemple très simplifié. Dans la réalité, les matrices de caractères sont plus importantes, ce qui fait que les chercheurs ont recours à des logiciels informatiques pour construire les arbres de parenté.
De la même façon, je n'ai pas mentionné tous les aspects qu'il faut prendre en compte quand on construit son jeu de données avec les taxons et les caractères, parce que sinon la vidéo aurait été beaucoup trop longue. Mais globalement, vous avez eu ici une démonstration basique de l'utilisation de la méthode cladistique. On aura l'occasion de voir d'autres exemples d'application de cette méthode avec leur lot de petites surprises. C'est donc ainsi que se termine cette vidéo. J'espère en tout cas avoir pu répondre à vos questions. N'hésitez pas à liker, commenter et à partager cette vidéo. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez me soutenir sur Utip ou Tipeee. Tous les liens sont dans la description. Il me reste plus à vous dire qu'on se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, une bonne soirée. Et je vous dis à plus. C'est bon, tout est enregistré? Oui, c'est bon, pas de problème. Bien, bien. Eh bien, allons nous assurer que j'en suis à nouveau digne.